très heureux de vous retrouver à Liège devant une jeune et jolie jeune femme qui vient de souffler ses 200 bougies. Dans le temps, on l'appelait le Royal. Aujourd'hui, l'Opéra Royal de Wallonie-Liège. Vous rêvez de découvrir ses coulisses, vous voulez percer ses secrets. Ça tombe bien, suivez-moi, j'ai les clés. Soyons honnêtes, la période hollandaise n'a pas laissé que de bons souvenirs dans notre pays. Et pourtant, c'est sous le règne du roi Guillaume Ier que la ville connaît un grand développement. Elle se dote d'abord d'une université d'État complète et aussi d'un théâtre royal. Il faut dire que les habitants de la cité ardente rêvaient d'une nouvelle salle de spectacle depuis que l'ancienne, située sur la Batte, avait brûlé en 1805. Les travaux vont bon train et lors de l'inauguration de ce nouveau théâtre, on veut rendre hommage à un enfant du pays, André Modeste Grétry. Ce sera une représentation de Zémire et Azor, ici même, dans ce qui deviendra plus tard l'Opéra Royal de Wallonie-Liège. Parmi les fantômes qui hantent ces murs, celui de Grétry est le plus présent. Certains s'en souviennent, il orna jadis les billets de 1000 francs belges. Le cœur de ce Liégeois d'origine fut embaumé et placé dans une urne dans le socle de sa statue qui se trouve devant l'opéra. Mais ce n'est pas tout. Le maître est aussi représenté sur le plafond de la salle et il donne son nom au foyer. En 1830, la Belgique acquiert son indépendance et en 1831, notre premier roi, Léopold Ier, accorde l'épithète royale à ce théâtre. Entre 2009 et 2012, une vaste campagne de restauration, de rénovation est entreprise et elle concerne notamment les parties anciennes. La splendide salle à l'italienne avec son parterre, bien sûr, ses balcons, galeries, son lustre qui date de la fin du 19e siècle et aussi cette splendide allégorie de la musique qui orne sa voûte. Elle a été entièrement restaurée et elle a retrouvé son éclat d'antan. Frédéric Marchesani, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous connaissez peut-être mieux quiconque l'histoire de cet opéra de Liège, une histoire qui a été très mouvementée. Oui, puisque quand le bâtiment est inauguré en 1820, il est la propriété d'actionnaires qui ont acheté le bâtiment par souscription publique. Et donc leur but, c'est de faire de l'argent. Ce n'est pas qu'il y ait des magnifiques spectacles sur scène, donc c'est eux qui choisissent le directeur, qui va devoir être un impresario plus qu'autre chose. C'est une position très difficile et il n'est pas rare, pratiquement tous les ans, dans les premières décennies, que le directeur abandonne, parfois en plein milieu de la saison, et laisse les artistes tout seuls pour se débrouiller jusqu'à ce qu'on en termine. Vous avez quelques anecdotes concernant la présence de la famille royale ici à l'Opéra de Liège? Mais le tout premier à venir, c'est notre premier roi, c'est Léopold Ier, quelques semaines seulement après sa prestation de serment, puisqu'il est ici en octobre 1831, et c'est grâce à lui que le théâtre devient royal. Le directeur lui demande la permission. Puis on a des choses un peu plus improbables comme le fait de se montrer. Léopold II, par exemple, vient une fois assister au second acte d'un opéra. Il ne vient pas au premier, il ne vient pas au troisième. Le but, c'est qu'on voit qu'il est là, il vient, et puis il s'en va à l'entracte, et puis il est reparti. Vous savez, cette phrase très connue du roi Léopold II qui a dit un jour que la musique était un bruit qui coûte cher. Il ne devait pas être un très très grand amateur de l'art lyrique. Mais ici, du coup, voilà, il est venu quand même à quelques reprises, mais pas toujours pour des représentations entières. Et puis on a évidemment les membres de la famille royale qui sont mélomanes, comme la reine Elisabeth, vraiment amoureuse de musique, musicienne elle-même, qui est venue pour des grands événements, notamment le centenaire de la naissance de César Franck ici en 1922. Et puis en 1931, elle est venue à la création mondiale d'un opéra de son ami Eugène Ysaÿe, qui commençait ici, Pierre Lihouilleux, un opéra wallon. Et puis on a les grands fans de l'opéra, le roi émérite Albert II et la reine Paola, qui sont venus à de multiples reprises, 4 fois déjà depuis son abdication. Ils viennent ici très souvent et le théâtre leur rend bien. Au XIXe siècle, le théâtre ne vit pas comme aujourd'hui. On joue toute l'année à 17h30 en hiver et à 18h le reste de l'année. Impossible d'imaginer une soirée théâtrale qui se poursuivrait au-delà de 22h. À l'époque, personne ne s'étonnait de voir s'enchaîner durant la même soirée un opéra comique, un vaudeville et un opéra. Les spectateurs étaient courageux, mais quand on aime, on ne compte pas.
En temps normal, il est possible de déguster un repas ici même dans le restaurant de l'Opéra. Je me trouve dans le foyer Grétry. Autour de moi, un décor fait de blanc et d'or, un décor à la fois sobre et sophistiqué qui illustre un style très à la mode à l'époque de sa conception, le style néoclassique. Speranza Scapucci, merci de nous accueillir ici. Vous êtes maestro, directrice musicale de cet opéra qui entretient une longue histoire avec l'Italie et l'art italien. C'est vrai que l'Opéra de Liège, l'Opéra royal de Wallonie, est devenu comme un phare pour un certain type de répertoire. Donc on fait toujours des opéras très traditionnels, de Verdi, de Puccini, Belcanto, mais aussi la grandeur de notre directeur général était qu'il a aussi redécouvert des opéras qu'on ne fait jamais. On est dans une petite ville, mais le théâtre, c'est un théâtre mondial. Alors la réputation est internationale, tous les plus grands chanteurs viennent ici chanter. Par exemple, ici, on a fait une très belle production de La Sonnambula avec Jaco van der Mael, qui est un grand metteur en scène belge. C'était futuristique, c'était incroyable avec les vidéos, les danseurs. On a une vision aussi dans le futur, mais ancrée dans la tradition. C'est important aussi de renouveler le public de façon forcément nouvelle, et parfois aussi des initiatives inattendues. Oui, ici, on a créé beaucoup d'initiatives à ce propos, pour construire les jeunes du futur. Donc on a des opéras pour les enfants, on a des événements spécifiques où on invite les écoles, les enfants à venir participer. On les appelle les opéras participatifs. On cherche vraiment que la nouvelle génération tombe amoureuse de l'opéra. L'opéra est aussi une incroyable machinerie, une cage de scène de 36 mètres de haut. 4 ponts mobiles, passerelles, grilles techniques, sans oublier la salle de répétition et polyvalente au 9e étage avec la terrasse. La nouvelle structure ultra-moderne est construite pour augmenter la hauteur de la cage de scène. À l'issue de cette rénovation en profondeur, le théâtre est devenu l'un des plus modernes au monde sans renier son histoire. Et puis, il y a des endroits plus secrets, plus intimes, comme celui que nous fait découvrir Maestro Speranza Scapucci. Qu'est-ce qui est important dans une loge, en fait? Le piano, c'est très important parce que pendant les spectacles, quelquefois, le chanteur vient ici pour... Je dois donner des notes, alors je me mets là, je joue avec ma baguette. Ça, c'est la baguette? Ça, c'est... Déjà, ça me fait un peu peur. Et alors, le café? Là, c'est la chose plus importante. Oui. Parce qu'avant le spectacle, il faut un café. Un seul? Pour moi, oui. Moi, j'aime beaucoup aussi recevoir les gens dans ma loge. Ouais. Ça me donne un peu d'énergie d'avoir les gens avec moi. On a pris un peu de votre énergie aujourd'hui. Oui. Merci. Voilà, vous l'entendez répéter derrière moi, mais l'opéra, ce ne sont pas simplement des chanteurs, des danseurs, des artistes. Il y a aussi d'autres métiers que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez peut-être pas, mais sans lesquels la magie ne pourrait pas opérer. Nous allons pousser une porte qui d'ordinaire n'est pas du tout accessible aux visiteurs. Suivez-moi. Christine Pellet, bonjour. On est ici dans votre royaume. On s'occupe de quoi ici? De maquillage et les perruques? Et les perruques, oui. Est-ce qu'il y a des formations qui existent aujourd'hui? On a l'impression que c'est un métier qui devient de plus en plus rare. Oui, ici, il n'y en a pas. Moi, je forme sur place. On fait la formation de jeunes qui sortent de l'école, ou de coiffure, ou de l'Académie des Beaux-Arts. Et puis, ils apprennent aussi à maquiller. Commençons par le maquillage. Alors, forcément, entre la scène et la salle, il y a une distance. Est-ce qu'il faut vraiment exagérer, exacerber les maquillages en fonction des émotions, par exemple la joie, la tristesse? Non, pas toujours. En fait, c'est le costumier qui nous montre la perruque, les maquillages, et il demande ce qu'il veut. Nous avons des maquettes et nous devons respecter ce qu'il nous dit. Ça, c'est une maquette? Ça, c'est une maquette. Alors ici, vous voyez, ils ont les petits joues rouges, ils ont aussi du blanc, ils ont du noir. C'est vraiment le costumier qui décide tout.
Ces perruques sont très très différentes et on a envie un peu de comprendre comment on les fait. Là, par exemple, on voyage, on est en Extrême-Orient, on est du côté du Japon. Oui. C'est Madame Butterfly, ça? Oui. C'est quoi, vous piquez cheveux après cheveux? Nous avons un bonnet qui correspond au tour de tête de la personne, qu'on doit travailler cheveu par cheveu. C'est vraiment cheveu. Mais ça vous prend combien de temps alors pour faire une perruque pareille si vous travaillez cheveux par cheveux? C'est vraiment, avec l'expérience, on est deux quand même à être là depuis très longtemps. Nous, on mettra 3 jours. Des fois, je suis très exigeante avec les petits, les petits qui travaillent avec moi, mais ils sont plus jeunes, donc c'est les petits. Quoi, vous êtes en train de nous dire que vous avez un mauvais caractère? Il faut que tout soit parfait. Un opéra, c'est aussi une maison. Une demeure qui ne ressemble pas à une autre, où tous les mondes peuvent se créer et s'inventer. Une scène où l'amour côtoie la mort, l'héroïsme et le rire. Mais un opéra est aussi le témoin privilégié de la vie d'une ville et de ses habitants, même dans les heures les plus difficiles. Frédéric Marchesani, alors on a parlé des personnalités royales, mais il y a d'autres personnalités qui sont passées par ici, personnalités du monde de la politique, du monde de la culture aussi. Voilà, des compositeurs notamment. Au 19e siècle, on a Franz Liszt qui vient jouer ici dans la fosse d'orchestre. On a Giacomo Meyerbeer aussi. On a d'autres artistes qui ne sont pas forcément lyriques. On a notamment Sarah Bernhardt qui vient dans les années 1890-1900 notamment jouer l'Aiglon, qui a fait sa renommée d'une des plus grandes tragédiennes de son temps. Puis on a des vedettes plus populaires, Charles Trenet, Tino Rossi, Django Reinhardt qui viennent jouer ici dans les années 40-50. Edith Piaf également qui est venue à l'opéra. Donc des choses parfois un peu plus improbables. Frédéric, on a l'impression que, bon, c'est déjà une longue histoire, hein, depuis 2 siècles, un lien très particulier unit et réunit les Liégeois à leur opéra. Voilà, et ça c'est depuis le départ en 1820, puisque quand le bâtiment est inauguré, ça fait 15 ans qu'il n'y a plus de théâtre à Liège. Le précédent a brûlé en 1805. On a joué un peu n'importe où, n'importe comment pendant 15 ans. Et ça y est, ils ont leur théâtre. Ils y viennent en masse depuis le début. Au 19e siècle, le public est très bouillonnant. Ça crie, ça hurle, ça vire les artistes qu'on n'aime pas. Et encore aujourd'hui, c'est un théâtre très populaire, puisque ces dernières saisons, il a été pratiquement plein à 100%. Et donc ça reste un des hauts lieux de la culture liégeoise. Et les Liégeois en sont très fiers. Ils aiment leur opéra, les Liégeois. Énormément. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce voyage dans cet opéra cher au cœur de tous les Liégeois, mais aussi de tous les mélomanes. Alors au passage, bien sûr, on remercie les gardiens du patrimoine qui nous ont permis d'ouvrir des portes qui, d'ordinaire, ne sont pas accessibles au public, mais chut, ça restera notre secret. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes, ouvrir d'autres portes, car vous le savez, j'ai les clés. Au revoir.